C'est un extrême plaisir d'être avec vous ce matin. Juste pour vous dire à quel point j'aime le ciel, cet hiver, je travaille en Floride, à l'Université de South Florida. Je suis là depuis janvier. Et puis, le ciel m'avait demandé de présenter ce matin, puis j'ai quelques présentations là, demain et puis vendredi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, 20 avril, de report de neige, on devrait être correct. Ça a été un coup dur hier, coup dur. Mais en tout cas, ça démontre à quel point j'adore le ciel. Le ciel, c'est un événement qui est très important hein, pour la filière agroalimentaire. On célèbre l'innovation. Puis pour, en fait, permettre à l'industrie de prendre l'expansion, c'est de réfléchir autrement, d'innover. C'est comme ça qu'on crée des emplois, c'est comme ça qu'on offre de nouveaux produits, c'est comme ça qu'on stimule les sens auprès des consommateurs. Alors, ça se passe au ciel. C'est très important ce qui va se passer pour les 3 prochains jours. Alors, je suis vraiment content que vous soyez ici avec nous. Pour aujourd'hui, pour ce matin, pour la séance de ce matin, ce que nous, on a fait au laboratoire à Dalhousie, même si je travaille à University of South Florida, je suis encore à Dalhousie. Là. On a une équipe d'à peu près une quinzaine de personnes, puis je leur ai demandé de sonder les Canadiens sur l'après-COVID. Donc, on se donne un horizon 2025. Ce qu'on va parler ce matin, ce que je vais vous présenter pour la première fois, ces données-là n'ont pas été présentées dans les médias. On n'a pas publié ces données-là encore. On attendait aujourd'hui pour les publier. On va vous présenter un esquisse de ce que le marché va avoir l'air d'ici quelques années. Okay? Qu'est-ce que le consommateur a fait durant la COVID qui va rester? Qu'est-ce qui ne restera pas? Puis j'ai l'impression que vous allez réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Puis il y a des choses qui vont changer vraiment pour longtemps. Là. Je vous le dis tout de suite, là, il y a beaucoup de choses. Au niveau de l'économie, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Moi, je crois au pouvoir de l'argent, bien sûr. L'argent change les comportements, les prix. Ce matin, à l'instant même, Statistique Canada présente ses chiffres pour l'inflation pour le mois de mars. Moi, je m'attends à un taux d'inflation alimentaire qui va être au proche de 8 là. Ça change les comportements, ça. Okay? L'immobilier. Vous voyez ce qui s'est passé avec l'immobilier depuis 2 ans. Les prix explosent. Nous, on a un chalet à Saint-Sauveur. Les prix explosent là-bas. Les gens quittent les villes. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées depuis 2 ans, depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois. Puis je vais vous présenter quelques données. Je ne vous donnerai pas tout. On en a beaucoup de données. Mais je vais vous présenter les grandes lignes ce matin sur le consommateur après COVID. Okay? Je vais juste faire semblant que vous n'avez pas de masse. Là. Je vais juste faire semblant que la COVID, c'est terminé là, pour l'instant. Il faut commencer. L'innovation, là, si vous parlez à des entreprises, là, c'est un cycle de 2-3 ans minimum hein, pour développer un nouveau produit. Il faut penser à l'après-COVID là. Parce que, évidemment, le cycle d'innovation est très, très long. J'ai mon collègue ici avec moi, Michael Leblanc, qui est le réalisateur de notre podcast, The Food Professor. Puis on invite beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, des présidents d'entreprises, puis on nous dit toujours que le cycle d'innovation est très long. Alors, il faut penser, c'est pour ça que je vous offre un horizon 2025 pour aujourd'hui. Alors, commençons. Ça, en grande ligne, c'est la méthodologie pour notre étude. On participe avec Cattle. Comme partenaire, on a Angus Reid, Cattle, Nelson IQ et puis aussi Better Cart Analytics, qui est basé à Vancouver. Ces entreprises-là nous donnent ces données-là gratuitement. Ça fait partie de partenariats qu'on a avec eux. Il nous fait grand plaisir de travailler avec eux, particulièrement Cattle pour ce cas-ci. Alors, commençons avec les grandes lignes. Les protéines. Les protéines, évidemment, c'est un enjeu qui ne disparaît pas. De plus en plus, les gens se questionnent sur leur relation avec la protéine. Qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? Le bœuf. Avez-vous une idée à quel point le bœuf a augmenté en prix depuis 2015?
Dépendamment de la coupe, là, 31 à 52 depuis 2015. Okay? Avec ces pourcentages-là, le consommateur s'en est rendu compte. Et là, tout d'un coup, le consommateur se pose des questions. Poulet, porc, végétal, poisson, autre. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Puis, je vais vous donner des chiffres qui sont assez récents sur ce qui se passe au Canada. Selon nos estimations, il y a 3 248 000 flexitariens. Alors, je sais que le terme flexitarien est un peu controversé parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est. Là. Le flexitarien, c'est un végétarien à temps partiel. Mais tout le monde peut être flexitarien. C'est juste que nous, ce qu'on a demandé aux Canadiens, est-ce que vous vous considérez comme flexitarien? 3,2 millions de Canadiens se considèrent comme flexitariens. C'est pour ça que de plus en plus, on voit sur les marques le terme flexitarien. Mais je ne pense pas que ça va durer, ça. Je pense que les compagnies vont passer à d'autres choses. La terminologie va, en fait, évoluer avec la protéine, à mon avis. Même en anglais, on parle de plant-based. J'ai toujours été mal à l'aise avec, excusez-moi, je déteste les micro-casques. Fait que, bon, vous m'entendez? OK. Le terme plant-based, c'est rendu un peu controversé. Si vous parlez à des producteurs, moi je suis allé à Red Deer en Alberta, je parlais juste avant la COVID, je présentais devant 700 producteurs de bœuf avec le casque de cowboy. Là. Puis là, je leur disais plant-based, plant-based, plant-based. Puis là, il y a un des ranchers qui est arrivé au micro puis il dit Sylvain, tu sais, plant-based, là, beef is plant-based. Ah, OK. Là, j'ai eu un signal. Comme quoi, peut-être qu'on n'est pas rendu là. C'est pour ça que je parle beaucoup de protéines végétales. Je pense que c'est un terme qui va distinguer plus de quoi on parle. Donc, le flexitarisme est vraiment, il se développe, mais c'est autour de 10-11 %. Nous, on sonde les Canadiens à tous les 4 mois. Vous vous considérez comme comment par rapport à la protéine? Puis, le flexitarisme est en augmentation, mais on commence à atteindre un plateau de 11 à 12 %. Ça veut donc dire que j'ai l'impression que le terme va évoluer vers d'autres choses. Là. Il va y avoir peut-être une segmentation. Le pesquitarisme, ça, c'est la catégorie qui augmente le plus en passant. Okay? Ça, c'est le poisson, les œufs, mais pas les viandes. Okay? Ça, là, on est rendu à au-dessus d'1 million. C'est vraiment la catégorie qui augmente le plus. Et le végétarisme aussi est en augmentation pour toutes sortes de raisons. Et les raisons sont la santé, le traitement éthique animal, l'environnement et, bien sûr, ce qui est numéro 1 aujourd'hui, c'est le prix. Oui, effectivement. Donc, le prix amène beaucoup de gens à considérer d'autres viandes dans la tiercé des viandes, là, porc, poulet, bœuf. Mais aussi, on voit que, les végétariens s'intéressent à une diète sans viande. Les véganes, on en parle souvent dans les médias, mais nous, on ne voit pas qu'il y a une augmentation. Il y a toujours, selon nos sondages, il y a toujours autour de 500 à 600 000 véganes au Canada, des végétaliens. Okay? Le quart des végétaliens demeure dans quelle province? Non, Colombie-Britannique. Ouais. Il y a beaucoup de végétalisme là-bas, Colombie-Britannique. Autre phénomène, COVID. Qui est-ce qui a adopté un chien ou un chat durant COVID? Vous n'êtes pas tout seul. Il y a du monde qui a adopté des animaux. Ça, c'est quelque chose qu'on surveille de près. Vous allez me dire, bien Sylvain, ça n'a rien à voir avec la bouffe. En fait, oui. Okay? Pourquoi? Parce que dans la recherche scientifique, là, il est démontré hors de tout doute que quelqu'un qui est propriétaire d'un chien ou d'un chat, ou qui a adopté un chien ou un chat, va vraiment faire des choix alimentaires un petit peu différents. Donc, on va peut-être penser au traitement éthique animal. Ça ne va pas nécessairement dire qu'on va devenir vegan, mais on va poser des questions. On va se questionner sur ce qui se passe à la ferme, ce qui se passe
en transformation, de plus en plus. Ce que j'essaie de dire avec ces statistiques-là, puisque le quart des Canadiens ont adopté un animal et la moitié de ceux-là, c'est un chat ou un chien, parce qu'on on a inclus les poissons, lapins, poules, tout ça, ça veut donc dire que la clientèle a changé un peu. La clientèle, elle est plus consciencieuse par rapport à l'animal. Et bien sûr, à l'animal à la ferme. Il y a un transfert de valeur. Je ne sais pas s'il y a des producteurs agricoles dans la salle. Là. Je sais que ça frustre les producteurs. Bien, un animal de ferme, c'est pas la même chose qu'un animal de compagnie. C'est vrai. Par contre, il y a un transfert de valeur. De plus en plus. OK? Donc, on s'attend, les attentes changent aussi. Et ça, il faut être conscient de ça. Ça, c'est l'autre phénomène qui nous tracasse beaucoup. Qu'est-ce que le marché du travail va avoir l'air après la COVID? Est-ce que le monde va travailler à la maison? Est-ce que le monde va travailler physiquement ailleurs? Ça, c'est un facteur très, très important. Pourquoi? Parce que notre relation avec la nourriture à la maison n'est pas la même que lorsqu'on est à l'extérieur, lorsqu'on voyage, lorsqu'on se promène, lorsqu'on est des nomades. OK? Et on l'a vu durant la COVID, tout le monde a commencé à cuisiner, tout le monde a commencé à adopter de nouvelles habitudes, etc. Puis je vais vous montrer des statistiques tantôt là-dessus. Mais le phénomène de travail à la maison est important. Nous, on estime que 39,3 % des gens vont travailler au moins une journée par semaine d'ici 2025. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Pensez aux magasins, pensez aux détails, pensez à l'accès au marché. Pensez aux magasins fantômes, aux restaurants fantômes, à tout ce qui se passe en ligne aussi. Puis là, on va en parler tantôt. Donc, c'est vraiment, on interagit avec un marché qui est vraiment, vraiment en transformation. OK? Et ça, c'est important de le reconnaître. Ça, c'est un chiffre, en passant, extrêmement conservateur. Ça, c'est un minimum. OK? Il va y avoir. Pourquoi que les gens vont rester à la maison? À cause de l'argent. Pensez-y, quand vous restez à la maison comme employé, vous sauvez de l'argent. Pas de barbier, moins de vêtements, pas de gaz, pas de transport. Et les employeurs, là, sur Bay Street et partout en Occident, se sont rendus compte qu'en gardant certains employés à la maison, ça coûte moins cher. Pas beaucoup d'entreprises qui ont perdu de l'argent, là, à part le détail et les restaurants, là, on s'entend. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont augmenté leurs profits parce qu'ils ont été en mesure de réduire leurs coûts. Ça, c'est une pression qui est réelle et les syndicats poussent pour ça. On le voit, là. T'sais, on s'est habitué à un nouveau mode de vie, puis je ne pense pas que ça va disparaître. Les découvertes quand on était à la maison, regardez-moi ça. 34,2 % ont découvert de nouvelles cuisines, pas des recettes, nouvelles cuisines. OK? On était occupés dans la maison, on était occupés dans la cuisine. 51,5 % ont appris 3 nouvelles recettes ou plus. La moitié de la population canadienne ont appris 3 recettes ou plus durant la COVID. Ce que ça veut dire vraiment, okay, pour l'innovation, ça veut dire que la littératie alimentaire a augmenté au Canada. On interagit avec un consommateur qui fait des choix différemment en raison de l'information qu'il ou elle a. T'sais, vous allez voir, là, moi, je m'attends à des conversations un peu différentes sur le plancher là, dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que, j'ai essayé telle affaire, j'ai essayé un nouvel ingrédient, j'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Les gens sont plus curieux. Ils ont le temps de consommer en ligne, ils ont le temps de regarder des vidéos sur YouTube pour faire des pâtes, du pain, évidemment. 39,2 % ont appris une nouvelle habileté. Comment faire des pâtes, comment faire du pain, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant. Fait que c'est certain que quand on pense à la clientèle, il faut penser que oui, avant la COVID, là, si vous vous souvenez, c'est l'aspect pratique qui était le plus important. On se promenait au ciel, là, c'était sauver du temps, sauver du temps, sauver du temps. Oui, les gens vont être fatigués de cuisiner. C'est pour ça que les trousses repas ont du potentiel. Là.
Mais en même temps, les gens ont plus de temps parce qu'ils passent moins de temps en arrière de leur volant, moins de temps à se demander qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Ils vont être de meilleurs gestionnaires d'inventaire à la maison. Ils vont savoir ce qu'il y a dans la dépense, ils vont savoir ce qu'il y a dans le congélateur, ils vont savoir ce qu'il y a dans le frigidaire plus qu'avant. Donc, et puis, bien sûr, avec l'inflation alimentaire, comment on sauve de l'argent? C'est à la maison en diminuant le gaspillage. On le dit tout le temps, puis ça commence à marcher parce qu'il y a 8 à 10 applications aujourd'hui qui ont beaucoup de succès au Canada pour inciter les gens à sauver la nourriture. Too Good To Go, Flash Food, Food Hero, c'est des applications. Je suis sûr qu'il y en a ici qui utilisent ces applications-là. On vous octroie le pouvoir de sauver de la nourriture comme consommateur. Ce n'est pas juste des institutions, là, comme les banques alimentaires ou Second Harvest. Là, on parle de voir les consommateurs sauver de la nourriture. Donc, c'est un phénomène qu'on ne voyait pas avant. Puis l'autre chose, les gens se sont aperçus qu'il y a moins de promotions en magasin. Moi, je m'en suis aperçu, là, je ne sais pas vous, mais il y a moins. Puis je sais pourquoi. Là, ça a été vraiment une année, 2 ans difficiles pour l'industrie. Ça a été extrêmement difficile pour l'industrie. La dernière chose qu'on veut faire, c'est de préparer des promotions puis tout ça, parce que, dans le fond, on n'était pas en mode survie, mais on était en mode assurons-nous que les tablettes sont pleines. Pour ne pas faire paniquer le monde. On était là dans l'industrie. Mais pour ce qui est des promotions, moi, je le vois en Floride. En Floride, il y a beaucoup plus de promotions qu'ici. C'est clair. Là. Mais ici, vraiment, les gens vont rechercher à épargner le plus possible. Mais ce n'est pas dans le magasin qu'on va épargner, ça va être à la maison, le plus possible. Bon, c'est bloqué. Ah, merci. Trousse repas. Donc, 22,4 % des Canadiens planifient acheter des trousses repas de façon régulière d'ici 2025. Vous savez, c'est quoi des trousses repas? Hein? Les trousses repas, c'est un concept très intéressant. À mon avis, là, moi, je parle à des entreprises de toutes sortes. Beaucoup de monde s'intéresse aux trousses repas. Pourquoi? Bien, on sauve du temps. Puis, ce qui est le plus important dans nos données, ce qu'on remarque, c'est que l'imagination, parfois, manque. Hein? Planifier des repas, c'est une chose, mais de varier les choses, de permettre à notre famille ou notre ménage de vivre quelque chose d'intéressant à la table, c'est un défi quotidien. Là. Puis, à un moment donné, il faut de l'inspiration. Ce que les trousses repas ont fait depuis quelque temps, c'est d'offrir beaucoup d'inspiration à des familles qui n'en ont pas. Ils ont peut-être plus de temps, mais l'inspiration, ça s'achète. Bien, ça s'achète finalement, avec les trousses repas. Hein? Donc, c'est pour ça que il y a certaines chaînes qui s'intéressent aux trousses repas. Il y a des distributeurs alimentaires qui s'intéressent aux trousses repas. C'est un segment quand même assez intéressant, à mon avis. Puis j'ai l'impression que ça va continuer. 2 défis avec les trousses repas. Emballage. Okay? L'autre, c'est les prix. C'est en moyenne 11 à 12 $ par personne par repas. Ouch! C'est cher. Fait que là, c'est sûr que pour ce qui est des trousses repas, il va y avoir plus de compétition parce que depuis quelques temps, ce qu'on a remarqué au Canada, c'est qu'on subventionne la demande. On envoie des billets de rabais, on veut créer de l'habitude, on veut amener quelqu'un à acheter quotidiennement nos trousses repas. Mais ça va finir ça éventuellement et les gens vont devoir payer le vrai prix pour les trousses repas. C'est là que ça va être intéressant de voir vraiment là, à quel point les gens vont être intéressés. Donc, le 22,4 %, c'est un pourcentage assez élevé, mais je ne suis pas certain que les gens vont vraiment, quand ils vont commencer à voir que les prix augmentent, là, surtout avec l'inflation qui se passe. L'autre phénomène qu'on a vu, puis ça, c'est un autre point important à mon avis, c'est que les gens, avant la COVID, on avait nos habitudes, on allait à la même place, on allait peut-être à une deuxième place pour acheter notre nourriture. Puis maintenant, les gens ont changé d'endroit primaire
26,1 % des Canadiens ont changé d'endroit primaire où ils achètent leurs produits alimentaires. C'est le quart. Pourquoi? Déménagement. Cas COVID, où ce qu'ils achetaient. Ça allait effrayer beaucoup de monde, là. Et là, tout d'un coup, le magasin est fermé pendant 2-3 jours, on s'en va ailleurs. Et cet ailleurs-là, c'est intéressant. On ne revient plus. Hein? Ou on ne revient pas parce qu'on a peur, ou peu importe. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. Et là, on a un consommateur qui considère toutes sortes d'options, que ce soit physique ou en ligne. Même chose pour les restaurants. Les gens, évidemment, on n'a pas eu toujours la chance d'aller au restaurant, mais de plus en plus, les gens, leurs paramètres de choix, leurs critères décisionnels ont changé par rapport à la restauration. Évidemment, le prix, c'est important, mais on va vouloir découvrir d'autres choses. Ouais, moi, je cuisine, j'ai des habiletés que je n'avais pas il y a 2 ans. Pourquoi que j'irais au restaurant manger quelque chose que je suis capable de faire moi-même? Fait que c'est ça qui se passe aussi, là. Fait que la restauration, puis je m'en vais rencontrer les restaurateurs au mois de mai à Toronto. C'est le RC Show. C'est le message que je vais leur donner. La clientèle n'est plus pareille, là. Tu sais, vous avez affaire à quelqu'un qui va avoir d'autres exigences, qui va demander d'autres questions au chef, qui va avoir d'autres espérances pour ce qui est du menu, d'autres choix. Le virtuel. Écoutez, qui ici dans la salle qui a acheté de la nourriture en ligne depuis 2 semaines? Ouais. Puis avant le COVID, pour ce qui est de la distribution alimentaire, OK, le pourcentage du virtuel était de 1,7 %. 1,7 %. Et là, le ratio en bas, là, je ne sais pas si j'ai le ratio 10-90 en ligne magasin. OK? Nous, on estime que d'ici 2025, 10 des ventes alimentaires détail vont être effectuées en ligne. C'est pour ça qu'il va y avoir une levée de dark stores et tout ça, parce que on voit, là, il y a de nouveaux distributeurs qui émergent comme Ninja aussi. Parce qu'on veut justement transiger avec un client qui est en ligne de plus en plus. Ça se passe vite, là. Ça se passe extrêmement vite. Ninja offre la livraison en moins de 15 minutes. OK? Là, on voit vraiment que les critères, les attentes changent de plus en plus pour ce qui est du virtuel. Avant le COVID, on parlait aux distributeurs, on dit « Ouais, c'est important ». Amazon a dérangé en 2017 avec Whole Foods. C'est là qu'on a commencé à voir les click and collect puis tout ça, là. Mais on y allait en tâtonnement. Il n'y avait pas vraiment un engagement clair. Mais avec le COVID, on a accéléré les choses, vraiment. Et là, on réalise que le virtuel a un potentiel, puis je suis d'accord. Mais il y a une autre chose aussi. Et puis, c'est que la COVID, la pandémie a comme démocratisé la chaîne d'approvisionnement. L'attention n'est pas portée seulement aux grands distributeurs, là. Il y en a 5 au Canada, on s'entend. Costco, Walmart, Sobeys, Metro, Loblaw. OK? Ces 5 entreprises-là vendent la grande majorité des produits qu'on achète comme clients, comme consommateurs. Mais là, de plus en plus, on voit des transformateurs vendre directement. Ils ne sont pas super bons à faire ça, mais quand même, ils transigent avec le consommateur. Il y a d'autres entreprises qui émergent en ligne parce qu'on a justement un consommateur qui est engagé en ligne. C'est incroyable. Kraft Heinz, je ne sais pas si vous saviez, mais Kraft Heinz opère au Canada 3 restaurants qui s'appellent Restaurants 57, un à Montréal, 2 à Toronto. Pourquoi Kraft Heinz ferait ça? Pas nécessairement pour faire de l'argent, parce qu'on veut transiger avec un consommateur qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas autant que les distributeurs. Fait qu'il y a un genre de... Il y a un genre de cloisonnement au sein de la filière qui est, à mon avis, extrêmement intéressant. Donc, peu importe qui vous êtes au sein de la chaîne, ce qui est super intéressant avec la pandémie, c'est que tout est possible. Tout est possible. Tu sais, avant la COVID, il y avait des règles.
Je suis un transformateur, je suis un distributeur, je suis un détaillant, je suis un restaurant, Mais là, aujourd'hui, là, il y a toutes sortes d'options qui s'ouvrent là, pour un paquet d'entreprises. Le problème que moi, je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas comme il faut. À mon avis, les distributeurs ont déjà une avance, là. Mais parce que j'ai vu plusieurs transformateurs le faire, puis ils ne le font pas bien. Je nommerai pas de nom, là. Mais je pense que le B2C, c'est un domaine qui n'est pas facile à développer lorsqu'on est dans le B2B. C'est pas facile. Fait que mais j'ai l'impression qu'on va tenter de faire ses devoirs à ce niveau-là en raison de la démocratisation de la chaîne. Donc, plus de virtuel, il y a quelques chiffres ici. L'autre ratio que je veux vous présenter, selon nos calculs, c'est le 77 et 23. Avant le COVID, à peu près 35 de notre budget alimentaire était consacré aux services alimentaires, à la restauration. Okay? C'était 35, 65. C'était à peu près ça. Là. Puis ça se maintenait à peu près ça. Aux États-Unis, c'était 53, à peu près 53 dédiés aux services alimentaires. Quand vous promenez aux États-Unis, il y a des restaurants. Il y en a. Okay? C'est pour ça, parce que les gens sortent beaucoup. La bouffe est moins chère aussi. Mais au Canada, on était à 65-35 pendant au moins 5 ans. Mais là, évidemment, avec la pandémie, tout ça a changé. En avril 2020, le ratio était de 9,91. 9 services, 91 détails. Okay? Là, on revient. Là, on est à peu près aujourd'hui, à 77,23. 77 de budget alimentaire familial est dédié aux détails et 23 aux services. La question que nous, on se pose, est-ce qu'on va revenir aux 35? Pas de suite. Ça va prendre du temps. Pour des raisons évidentes. Prix, COVID, domestication de la demande, etc. Ça va prendre du temps. Nous, on estime qu'on ne retournera pas. J'avais des discussions avec Cisco et Gordon Foods récemment, puis on s'entendait pas mal que le 35 ne reviendra pas avant 2025-2026. Minimum. Okay? On parle d'une normalité. Donc, c'est pour ça que quand on va revenir à la normale cet été, pas sûr. Je pense que ça va être les gens vont continuer à sortir au restaurant, là, mais la fréquence va être différente. C'est sûr, certain. C'est ce qu'on s'attend. Comment on obtient? Écoutez, pendant la COVID, tout le monde a consommé beaucoup d'informations. Trop d'informations même. Tout le monde était en ligne, on consultait, on vérifiait, on lisait, on avait beaucoup de choses à faire. Mais voici les sources d'informations les plus importantes pour les Canadiens. Puis ça, c'est important pour une entreprise qui veut innover, qui veut interagir, qui veut comprendre la clientèle. Amis et famille, numéro 1 pour ce qui est des tendances. Qu'est-ce que tu fais à soir? Qu'est-ce que tu fais demain soir? Quelle sauce que tu prends? Quelle épice que tu achètes? C'est là qu'on va. Famille et amis. Deuxième, Facebook. Ça, c'est pas pour les milléniaux. Puis moi, j'ai des enfants. Là, Facebook, ils se tiennent loin de là, parce qu'on est là. Les parents sont là. C'est ça. 25 mais quand même, Facebook, c'est quand même influent. Parce que c'est une plateforme très occupée. YouTube, il y a beaucoup de monde sur YouTube. C'est incroyable, qui consulte beaucoup. Livres de cuisine, bien sûr. Surtout au Québec, on adore les livres de cuisine au Québec. Hein? Quand il y a un livre de cuisine qui sort, là, c'est un best-seller. Ça fonctionne. Il y a aussi TikTok. Ça, c'est la grosse affaire, TikTok. Beaucoup de monde. Moi, je cuisine avec mes filles. Puis là, tu dis, voyons, où t'as appris ça? Ben, voyons, TikTok. OK. Mais il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas sur TikTok, je vais l'avouer, là, mais il y a énormément de matériel, puis les gens s'inspirent de TikTok beaucoup. Revues, Twitter et autres. Là. Donc, vraiment, là, les gens consultent beaucoup les différents sites, les réseaux sociaux pour obtenir de l'information. L'environnement, hein, on en parle beaucoup.
le récent budget fédéral, on parlait juste d'environnement, ça ne disparaîtra pas. Même s'il y a eu beaucoup de plastique durant le COVID, les gens ont comme oublié un peu, ça va revenir. OK? Mais ce qui est intéressant, on parle de recyclage, de compostage avant la COVID, mais le nouveau phénomène qu'on entend de plus en plus parler, c'est le surcyclage, le upcycling. Le upcycling, à mon avis, c'est un phénomène qui va revenir. Le upcycling, c'est de prendre des ingrédients, des pertes au sein de la filière et de travailler avec ces pertes-là pour en faire de nouveaux produits. Okay? Le upcycling, on travaille sur une étude là-dessus avec les Américains. C'est assez intéressant. Le upcycling existe dans d'autres secteurs économiques, comme les vêtements, automobiles, etc. Mais de plus en plus, nous, on pense que la filière agroalimentaire va s'intéresser au surcyclage, au upcycling. Pour des raisons bien évidentes, tout le monde est consciencieux de l'environnement, tout le monde veut aider l'environnement, tout le monde, de plus en plus de gens voient la planète dans leur assiette. Quand on décide de s'asseoir, on fait de différents choix. Puis on se fait matraquer par des rapports du GIEC en nous disant, bon, il faut changer nos choix de plus en plus. Bon, et ça va venir, là. On le voit. J'ai écrit un livre sur la protéine présentement qui va sortir cet automne avec les éditions de l'Homme. On le voit. Même les gens qui adorent la viande ou les produits laitiers, on le voit. Les gens, ils vont continuer à manger du bon fromage puis de la viande, mais il y a une réduction. Il y a une réduction, on fait plus attention. Évidemment, les prix incitent les gens à réfléchir aussi. De bonnes nouvelles pour terminer. Puis après ça, je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. On a demandé aux Canadiens, est-ce que vous avez été impressionnés de l'industrie agroalimentaire? Regardez ça, 86,9 %. Moi, je suis dans ce 86,9 %-là. J'étais estomaqué. Moi, j'étais vraiment impressionné de ce qui s'est passé depuis 2 ans et quelques. Le miracle, c'était miracle après miracle. On voyait ça. On trouvait des moyens pour s'assurer que les magasins étaient remplis. On s'assurait qu'il y avait une bonne sécurité alimentaire au Canada. C'était incroyable. Malheureusement, évidemment, avec l'Ukraine, il va y avoir 8 à 10 millions de personnes dans le monde qui vont vivre la famine dans les prochains mois. 47 à 50 millions vont vivre la faim, une faim aiguë. Ça ne sera pas le cas au Canada grâce à notre industrie agroalimentaire. Il faut le célébrer. Il faut penser à ceux qui vont vraiment souffrir dans les prochains mois. Mais on est chanceux. C'est pour ça que je dis souvent, les gens m'appellent et disent « ça n'a pas d'allure, ça coûte trop cher. » Mais je leur dis, il faut quand même être chanceux de voir du stock ces tablettes-là. Tu sais? Disons, là, quand on pense au Moyen-Orient actuellement ou en Afrique du Nord, c'est pas évident ce qui se passe là aujourd'hui comparativement ici. Mais les gens sont reconnaissants, vraiment. Là. Par contre, il y a un bémol, l'inflation. Okay? Je pense que l'industrie alimentaire fait tout ce qu'elle peut pour maintenir le coût des aliments aussi bas que possible pour les Canadiens. Ça, c'est important. Quand on innove, parce que le CIAS, c'est par rapport à l'innovation, quand on innove, bien souvent, le coût est important, mais c'est la valeur ajoutée. On pense à la valeur ajoutée, on pense au coût, mais là, je pense qu'avec ce qui se passe actuellement, avec l'inflation, le coût va devenir un facteur plus important pour ce qui est de l'innovation, à mon avis. Dans les prochains mois, là, les prochaines années, là, les consommateurs vont visiter l'épicerie avec ils vont savoir exactement comment payer pour les items sur leur liste d'épicerie, par exemple. C'était pas comme ça il y a 5 ans. Mais là, ils savent, là. Ils savent très bien combien ils devraient payer. Puis c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais quand on innove, c'est ça, il faut penser de plus en plus au prix en fin du compte. Hein. Ça ne sera pas facile. Ça va être un marché quand même assez difficile. Ça, c'est la démocratisation. Je suis enclin à acheter de la nourriture de n'importe qui au-delà des épiceries et des restaurants traditionnels. 81,9 %. Donc, les gens, là,
vraiment, là, vont aller à leur magasin, vont aller à leur restaurant, mais on demeure ouvert à d'autres options. Très intéressant. Et finalement, la façon qu'on communique avec les gens. Je vous dis, là, je pense que le COVID a amené une panoplie d'opportunités pour nous tous. Le code QR. Moi, je détestais le code QR avant le COVID. En fait, je ne savais même pas comment lire un code QR. Puis là, ben, on a été forcé à le faire. On a entraîné le marché à utiliser le code QR. J'ai demeuré en Europe pendant 1 an, en Autriche, et puis j'étais allé visiter un détaillant en Allemagne qui s'appelait Metro. Metro, c'est un peu comme le Costco chez nous, là. Puis j'étais tellement impressionné. Il y a quelques années, on pouvait lire un code QR à la poissonnerie puis savoir exactement quand est-ce que le poisson a été pêché, quand est-ce qu'il a été transformé, quand est-ce qu'il est arrivé au magasin, tout ça, juste en lisant le code QR. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui lisait le code QR, mais il était là. L'information était là en temps réel. Puis je me suis toujours dit, comment c'est qu'on ne fait pas ça au Canada? Le code QR a été inventé en 1994 par les Japonais pour l'automobile. Mais pourquoi? Parce que le code barre ne contient pas suffisamment de données. Alors, on a créé un code QR pour qu'on ait plus de données. Je n'ai jamais compris pourquoi la filière agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire n'utilise pas suffisamment le code QR. Je pense que là, on a une clientèle qui est mieux formée, mieux équipée avec les téléphones pour lire un code QR. Si jamais vous voulez faire la promotion de quelque chose ou si vous voulez offrir de l'information, le local, c'est gros. On n'en a pas parlé encore, mais le local, c'est gros. C'est un phénomène important. On travaille avec Aliments du Québec présentement, notre laboratoire, puis c'est un phénomène qui est grandissant. Les gens s'intéressent au local de plus en plus. Comment on offre une authenticité d'information à la clientèle quand la personne a 10 minutes pour faire son magasinage avec 3 enfants? Tu sais, code QR. Ça, c'est une chose. À y penser. L'autre chose que je trouve intéressant ces temps-ci, c'est l'aspect de la métaverse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué à ça, là, la métaverse, aller en ligne, là, puis faire semblant qu'on est à quelque part. Là. Je trouve que j'ai été dans des conversations sur la métaverse, puis c'est comme parler de l'Internet des années 70. Les gens ne savent pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On est là. Est-ce que ça va amener à quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Chipotle, McDonald's, Burger King, Wendy's ont tous maintenant des restaurants dans la métaverse. Puis juste pour vous dire, si vous ne savez pas c'est quoi la métaverse, c'est simple, c'est un monde virtuel en continu, même si vous n'êtes pas là. C'est un monde qui évolue. C'est comme, vous savez mon âge, là, 52. SimCity, c'est un peu ça, mais on rentre avec des lunettes, puis on peut vivre. Durant la COVID, le CETAC avait organisé un événement marketing avec un logiciel dans la métaverse. C'était capotant, là. C'était moi qui ai la maître des cérémonies, puis je ne savais pas trop ce que je faisais. Je bloquais un des conférenciers, puis je ne le savais même pas. T'sais. Mais c'est un monde, moi, à mon avis, c'est un monde intéressant. Pourquoi que Chipotle, McDonald's, Burger King vont dans la métaverse? Puis vous vous dites, bien, on ne peut pas manger dans la métaverse. C'est vrai qu'on ne peut pas manger dans la métaverse. Mais on incite les gens à aller dans la métaverse pour obtenir des crédits, la crypto-monnaie parfois, pour utiliser dans le vrai monde. Donc, la prochaine fois qu'ils vont aller à Chipotle, McDonald's, ils vont pouvoir utiliser des crédits. Fait qu'on crée 2 mondes qui interagissent l'un avec l'autre. Je trouve ça pas mal intéressant. Chipotle a ouvert son restaurant il y a 2 semaines. 20 000 personnes sont allées visiter leur magasin. Puis là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe là. L'incitation. On incitait les gens à y aller pour leur offrir des rabais dans le vrai monde. Mais pensez au potentiel quand on essaie un nouveau produit. Dans le métaverse, ça ne coûte rien essayer nos produits, la popularité d'un produit, comment les gens réagissent. Il y a même, en fait, là, on parle du local, on parle de la nostalgie des fois.
Écoutez, il y a un groupe en Europe qui tente de développer un restaurant où les gens pourraient aller visiter en métaverse et les repas seraient comme durant les années 1600 ou 1700. Imaginez. Et les ancêtres de ces personnes-là qui sont en métaverse sont ceux qui servent la nourriture. Tu sais, on peut aller loin, là. Ça peut aller loin, là. Fait que c'est pour ça que si vous avez des doutes, je comprends, mais je ne mettrai pas une croix sur le métaverse. Je pense qu'il y a un concept assez intéressant qui se développe tranquillement, pas vite. Alors, là-dessus, c'est ce que j'ai pour l'instant. J'ai d'autres données, évidemment. J'en ai beaucoup, beaucoup d'autres. Mais pour l'instant, je pensais que, disons, à 9 h le matin, c'est assez là. Merci beaucoup.